voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est donc à un voyage extraordinaire dans les sciences que nous invite cette émission. Je suis donc avec Jean-Louis Coatrieux et pour ce voyage, nous recevons Jacky Evin, professeur. Alors, je te laisse, Jean-Louis, peut-être présenter Jacky de façon plus précise. Avec d'autant plus de plaisir que c'est lui qui va le faire. Donc, écoutez, vous vous arrangez tous les deux. Alors, je crois qu'on peut dire que Jacky est professeur à l'INSA de Rennes. L'INSA, c'est l'Institut national des sciences appliquées. C'est une des écoles INSA parmi les premières créées, je crois, avec Toulouse et Lyon, semble-t-il. Hein. C'est dans cette génération-là, je dirais, parce qu'après, ça s'est étendu. Alors, Jacky Evin, donc, un nom quand même un peu breton, on va voir. Oui. Est professeur à l'INSA et physicien. Alors, d'origine, je ne sais pas, mais aujourd'hui, physicien, disons. Alors, on va essayer d'abord de se connaître un peu mieux. Evin, donc, je disais, nom breton. Donc, vous êtes breton. Je suis breton, effectivement. d'Ille-et-Vilaine ? Je suis né à Rennes, oui. Oui, donc vraiment au cœur de la capitale, là. Hein, oui, donc, toute ma famille est d'origine rennaise, plus ou moins, des environs, on va dire. D'accord. Un lien avec la grande coopérative qui... Non, pas à ma connaissance, mais non. Bon, pourquoi pas. Mais il n'y a pas de généalogie qui a été faite, c'est ça ? Non, pas jusque-là, non, en tout cas. Alors, l'histoire donc a démarré à Rennes, c'est ça ? École primaire ? Ah non, alors non. Moi, j'ai passé toute mon enfance dans le Finistère, autour de Brest. Donc, à l'âge d'1 an, je pense, à peu près, avec mes parents, on est allé habiter à Brest avec mon frère Yann. Et voilà. Donc, moi, je n'ai de souvenirs que de Brest, des environs. On avait aussi une maison à Logonada-Aulas, voilà, pour ceux qui connaissent. Jusqu'à quel âge, alors, à Brest ? Alors, jusqu'au bac, en fait. Et à partir du bac, je suis allé en classe préparatoire à Rennes, donc au lycée Chateaubriand. Il n'y avait pas de possibilité à Brest ? Si. Au départ, j'avais pas forcément l'idée de faire ça, mais j'avais même coché sur mon dossier, je me rappelle, la case de l'IUT de Lannion, en mesure physique. Et puis, par le biais de discussions un petit peu par hasard, j'en suis venu à faire ce choix-là. Et donc, j'avais discuté un petit peu avec mon prof de maths de mémoire en terminale pour éventuellement m'inscrire à Kérichen en classe préparatoire. Et puis j'ai trouvé que Chateaubriand, c'était peut-être mieux. Voilà, ça me donnait plus de chance. Donc, famille déjà de citadine ou au contraire à l'origine, du côté de ma mère, c'est plutôt citadin, oui. Et puis du côté de mon père, c'est la région de Montfort, Talensac, enfin pas très loin d'ici. Et dans quel métier alors ? Alors mon père était mécano à l'origine et ma mère sténodactylo, je crois. Ils ont dû se rencontrer à Rennes motoculture ou quelque chose comme ça. Renault motoculture. D'accord. Oh, une belle histoire bretonne. Oui, alors rien à voir avec les sciences, mais bon. Alors, est arrivé donc après le choix de l'enseignement supérieur, donc. Alors oui, mon cheminement est un peu. J'ai fait mon propre cheminement pour essayer de comprendre comment fonctionnait le système en fait. Et en classe préparatoire, petit à petit, j'ai fini par me décider à passer l'école normale supérieure de Cachan, qui s'appelait comme ça à l'époque, l'N7 à l'époque, qui est devenu l'ENS Cachan après, et puis l'ENS Paris-Saclay actuellement. Ça me donnait... il y avait deux avantages, j'y voyais deux avantages. Un, pouvoir faire de la physique, ce qui m'intéressait, et aussi le fait d'être étudiant salarié. Alors la physique, c'était vraiment la volonté dès le départ de... Alors, dès le départ, non. Au lycée, oui, à partir de la seconde première, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et pourquoi ? Parce que c'est pas des sciences qui sont faciles forcément. Non, ça me titillait les neurones un peu. Quand j'étais au collège, j'avais tendance à m'ennuyer assez facilement en fait à l'école. Et donc ça par contre,
ouais, ça m'intéressait. Avant, j'étais plus intéressé par l'histoire, des choses comme ça. Et puis là, la physique. Il y a eu un déclic. Qu'est-ce qui s'est passé Non, j'étais assez bon en maths aussi. La chimie, ça m'intéressait, mais tout ça plus comme des outils. Et la physique, ça m'a vraiment intéressé. J'avais envie de comprendre certaines choses. Je lisais un petit peu pour la science, la recherche, des magazines comme ça. Et voilà, ils expliquaient dans ces magazines-là, ils parlaient de la physique des particules, la relativité, des choses comme ça. Et donc, j'avais vraiment envie de comprendre. Je me disais que ça devait être à ma portée. Donc ça, c'est un peu le point de départ. D'accord. Alors, l'ENS, c'est aussi, normalement, pour être enseignant Alors, l'école normale supérieure... alors, maintenant, ça ouvre beaucoup plus à la recherche, je pense. Hein. Mais oui, on passe... On a 4 ans, enfin l'ENS Cachan c'était 4 ans, et en 3e année on passait tous l'agrégation à l'époque, l'agrégation de physique, enfin sciences physique, option physique, pour se destiner à enseigner en classe préparatoire, ce que j'aurais pu faire, ou aller éventuellement continuer avec une thèse, ce que j'ai fait, pour aller enseigner dans le supérieur. Oui, donc l'enseignement m'intéressait aussi, c'est vrai. Ça faisait partie. Mais c'est surtout le fait de... ça a été le bonheur d'être étudiant à l'école normale supérieure, parce qu'on était 10 dans notre promo en physique. C'était le rêve, en fait. Hein. Et avec des bons professeurs, je suppose. Avec puis des collègues, des amis que j'ai conservés hein, ensuite, des camarades, et des professeurs très très bien. Oui, c'était vraiment extra. Et donc l'envie de revenir en Bretagne après ? Alors, de facto... Au bout de 3 ans, je suis revenu faire mon service militaire à Brest, parce que j'ai fait mon service militaire au lycée naval. C'est une époque où on faisait, oui. Oui, c'est pas une expérience extraordinaire, mais ceci étant dit, j'ai fait mon service militaire pendant 1 an au lycée naval. J'ai enseigné à des élèves de seconde terminale. Ça m'a permis de voir un peu ce que c'était que l'enseignement secondaire. Donc, j'ai choisi de ne pas continuer, mais c'était pas inintéressant, on va dire. Ça, c'était Non, mais je supportais pas la vie parisienne, en fait. J'avais qu'une envie, c'était de revenir, c'est sûr. Bon, alors, donc, là, on arrive donc à Rennes. Oui. À l'université, si j'ai bien compris. Alors j'ai fait mon DEA, puisqu'on faisait un DEA à l'époque. Après, licence, maîtrise, agrégation, le DEA, donc ce qui s'appelle le Master 2 maintenant. En fait, j'ai choisi la physique des liquides pour voir d'autres choses que ce que je n'avais pas vu jusqu'à la maîtrise. Et donc, on m'a proposé de faire une thèse. J'avais une bourse, en fait, pour faire une thèse. Mais finalement, j'ai choisi, avec mon binôme qui s'appelle Yvon Le Gall, qui doit être prof encore à Kérichen, à Brest, de revenir en Bretagne. On est revenu en Bretagne. Moi, je suis revenu avec ma bourse de thèse sous le bras. Puis j'ai prospecté les labos à Rennes, en fait. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je suis allé voir différentes personnes, les labos de physique locaux. Et puis, finalement, j'ai choisi de faire une thèse avec Hervé Caillot. Donc, il devait être content de me voir arriver avec ma bourse sous le bras, si j'ose dire. Oui, puis quelqu'un qui vient en général de l'école normale supérieure, oui. Il était plutôt accueilli à bras ouverts, voilà. Quand même. Hein. Oui. Donc j'ai été séduit par le discours. C'était une expérience intéressante. C'est toujours le cas pour ceux qui font l'école normale. Alors je pense que alors je sais pas exactement. Je pense que les normaliens peuvent avoir des bourses de normaliens en fait. Et après ils font un peu ce qu'ils veulent. Alors, nous, on était titularisés après l'agrégation directement, donc j'ai été détaché dans l'enseignement supérieur, y compris pour le poste de maître de conférence qui a suivi. Mais maintenant, c'est plus le cas. Donc, ils sont plus titulaires, mais ils ont quand même accès à des bourses très faciles. Je connais pas trop le système. Je sais pas. Alors, le premier sujet de thèse, donc. Le sujet de DEA, mais le sujet de DEA, il est court en général. En DEA, j'ai travaillé au labo. C'était assez intéressant aussi. J'ai travaillé au labo d'électrochimie de Paris 6 à Jussieu. Donc, je fabriquais en fait des cellules et je suivais la migration d'électrolytes. C'est un petit côté chimie aussi. C'était très fondamental, pas inintéressant. Alors pour la thèse, ça avait rien à voir. C'était l'étude de transition de phase. Donc des changements de structure en fait de matériaux organiques. Voilà, très fondamental, beaucoup de techniques, donc très expérimentales aussi, différentes techniques pour caractériser les changements de structure de ces matériaux. Voilà, ce qui me sert encore beaucoup maintenant. Donc, c'est ce côté expérimental aussi qui séduisait. Alors,
Oui, alors moi j'ai tout le temps eu envie de changer de domaine en fait. Donc c'est vrai pour ça, pour ce sujet-là, j'avais la perspective d'apprendre de nouvelles choses puisque c'était des matériaux solides, ce que je n'avais pas regardé jusqu'à présent. Et puis c'était expérimental, oui, mais par contre ce que j'ai toujours fait, c'est de la modélisation en parallèle, de la théorie. De la théorie en parallèle. Voilà, ça c'est. Et la jonction entre théorie et expérimentation. Voilà, je reste. Alors là, actuellement, je suis plus du côté théorie, si on veut, mais on a toujours une activité expérimentale. En tout cas, je suis toujours proche de l'expérience pour un théoricien, si on veut. Ça dépend comment on voit les choses. Écoutez Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Moi, je suis assez fasciné par ce que vous nous dites là, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de chemin tracé d'avance. Vous faites peut-être pas des virages très serrés, mais enfin, vous naviguez un petit peu au gré des rencontres, au gré des découvertes, au gré des envies aussi. On sent un plaisir quand même à chaque fois. Bah ça, je pense que j'en ai rediscuté un peu avec mon frère. C'est parce que je m'ennuyais pas mal. En fait, je me suis toujours ennuyé à l'école un peu. Et par contre, il fallait qu'il y ait quelque chose qui me titille un peu. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai changé plusieurs fois. Après, pour un chercheur, c'est pas forcément un bon pari. Ou faire de la pluridisciplinarité, comme on dit. En général, les gens le payent dans leur carrière, puisqu'on n'est ni dans une communauté ni dans une autre. Par contre, c'est stimulant et puis on apprend plein de choses, on élargit son... Et au final, après pas mal d'années, on a un background qui est très large. Mais non, c'est aussi parce que j'avais envie de faire autre chose, donc j'ai changé plusieurs fois. Oui, c'est vrai, mais bon. Oui, c'est quand même un point commun qu'on retrouve chez beaucoup de nos invités, Jean-Louis. Oui, tout à fait, tout à fait. Et après, c'est la sécurité. La curiosité, la découverte, les rencontres. Après, c'est pas une prise de risque vraiment, puisque on est quand même fonctionnaire. On a cette chance d'être scientifique, fonctionnaire. On a toujours le côté enseignement. Donc, si à un moment donné, on a des déceptions au niveau recherche, ce qui arrive parfois, on peut se replier un peu sur l'enseignement. On a des satisfactions ailleurs. On est privilégié, on va dire. C'est pas comme ça. Oui, c'est un privilège que je rappelle tout le temps, qui est aussi le privilège de travailler avec des jeunes. Oui. Alors, on va arriver justement dans la structure d'aujourd'hui, la structure de laboratoire. On ne le connaît pas du tout, parce que nous n'avons pas eu d'invité venant de ce laboratoire qui s'appelle Photon. Alors, qui ne s'écrit pas avec PH. Oui, un petit... Oui. Qui s'écrit avec un F, simplement. Avec un F. Alors, c'est quoi Photon ? Alors, Photon, c'est un laboratoire qui préexistait. Donc, moi, je suis arrivé à l'INSA de Rennes en 1999. Donc, jeune professeur et physicien, recruté par des gens qui avaient créé une équipe à l'INSA de Rennes et qui s'appelle Slimane Loualich et Bertrand Lambert, en fait, qui étaient deux universitaires qui étaient allés travailler pendant pas mal d'années au CNET à Lannion. Donc, focalisé et spécialisé dans l'étude des semi-conducteurs pour les télécoms optiques, puisque Lannion, c'était et ça reste la Mecque des télécoms optiques dans le Grand Ouest. Et donc, le CNET Lannion ayant progressivement été dissous, je ne connais pas l'histoire exacte, mais en tout cas, les chercheurs qui étaient sur place ont essaimé un peu partout dans les établissements, dans les grands établissements dans l'Ouest notamment, et donc eux deux sont venus à l'INSA de Rennes. Alors, je crois vers 94, quelque chose comme ça, pour créer une activité dans un laboratoire de physique qui préexistait. Voilà. Donc, et en 99, ils ont recruté deux jeunes profs. Donc, Alain Lecor, qui est parti en retraite, là, qui venait aussi du CNET, et un quatrième prof, donc moi en l'occurrence. Et ils cherchaient un physicien, donc je suis arrivé là-dedans sans rien connaître. À leur domaine, ni aux semi-conducteurs, ni aux télécoms, mais ils voulaient renforcer l'aspect physique, en fait. Photon n'existait pas encore, alors. Alors, ça, c'était avant, oui. Alors, Photon existait à Lannion. Il y avait quand même... Il s'appelait déjà comme ça. Voilà, qui s'appelait comme ça. Et donc, on a demandé le rattachement à cette équipe-là en 2004. Donc, voilà un peu l'histoire. Donc, on est associé. On fait partie de l'UMR. C'est une UMR, unité mixte de recherche associée au CNRS, qui est délocalisée entre donc l'école l'ENSAT à Lannion, qui est une école d'ingénieurs, nous, donc à l'INSA de Rennes, et il y avait aussi une équipe Télécom Brest,
donc qui n'est plus dedans. Et à la place, il y a un laboratoire de l'université qui s'appelle le DOP, le département d'optique. Ouais. Voilà, Photon, ça veut dire quoi? Alors, l'acronyme exact, je ne sais pas, mais ça doit être fonction optique pour les télécommunications et le numérique, quelque chose comme ça. Enfin, je vais faire tirer les oreilles en rentrant. mais voilà, ça tourne autour de la photonique, initialement des télécoms optiques, mais ça s'est étendu progressivement à d'autres choses, notamment les matériaux pour l'énergie qu'on a amené progressivement. Donc les sites en question accueillent des équipes différentes ou alors un peu ou plus c'est mixé complètement? Alors les gens du département d'optique du campus sont vraiment des opticiens purs, on va dire spécialisés dans l'optique, les fonctionnalités optiques. Les collègues de l'ENSAT à Lannion, eux, sont plus sur le versant télécom, avec des systèmes pour tester pour tester les systèmes en fonctionnement dans des conditions assez réalistes. Nous, on est un peu plus amont, on est plus matériaux, si on veut dire. On va jusqu'aux composants de démonstration avec les semi-conducteurs classiques. Et voilà, on démontre des fonctionnalités, mais on ne va pas faire une intégration en système, en fait. C'est un peu des métiers un petit peu différents. Mais il y a des fortes interactions sur les sujets classiques, on va dire. C'est un laboratoire qui est très très bien identifié, je crois, au niveau français. Alors, au niveau français, oui, il y a peu de labos aussi, c'est la thématique télécom aussi qui est très identifiée au niveau breton. Et sur les matériaux pour les télécoms, en fait, on est aussi très, très, très bien reconnu, puisque le matériau semi-conducteur roi pour les télécoms optiques, c'est ce qu'on appelle le phosphure d'indium. Et donc, on a des machines de croissance spécifiques pour ce matériau, ou pour déposer des matériaux dessus, et c'est une compétence unique en France, oui. Donc voilà, c'est une application de niche si on veut, mais on est les experts français, on va dire. Voilà. Donc j'ai travaillé là-dessus pendant pas mal d'années. À partir du moment où je suis arrivé, j'ai appris plein de choses sur le semi-conducteur, sur les télécoms. Vous êtes à l'écoute de Radio Laser. Nous sommes dans l'émission Voyage extraordinaire dans les sciences. Je rappelle aussi que c'est une émission donc qui a été créée par Jean-Louis Coatrieux, qui est diffusée par Radio Laser, bien sûr, puisque vous y êtes, et en collaboration avec le site web culturel breton Unidivers. Donc voilà, nous sommes avec Jacky Evin qui vient de nous faire une sorte de curriculum vitae et puis de présentation de son activité actuelle. Donc je te laisse parler à nouveau, Jean-Louis. Oui, alors ce que nous n'avons pas dit encore jusqu'à présent, c'est que Jacky Evin est membre de l'Institut universitaire de France pour la deuxième fois ou la troisième fois, je crois. Oui, j'ai eu la chance d'être à nouveau renommé en tant que membre au senior de l'IUF, l'Institut universitaire de France. Alors c'est un avantage parce que ça permet d'avoir un petit peu moins d'enseignement et de faire un peu plus de recherche. Donc. C'est ça. C'est le Graal un peu pour un enseignant-chercheur. J'ai cette chance-là, puisqu'en fait donc il faut déposer un dossier, il y a un jury qui est en partie international, donc c'est quand même assez compétitif. Et donc j'ai bénéficié de cette nouvelle thématique, de l'aura de cette nouvelle thématique pour afficher des résultats qui m'ont permis de l'avoir. Mais donc on a un service d'enseignement qui est réduit de 2 tiers. Donc on a 1 tiers seulement de service d'enseignement, ce qui libère beaucoup de temps pour faire de la recherche. Et dans mon cas, c'est très très utile puisque je voyage beaucoup à l'étranger. Et on a un soutien financier qui est de 15 000 € par an. Alors, par rapport aux autres crédits qu'on a, c'est pas énorme, puisque dans d'autres domaines, les crédits peuvent être assez élevés. Mais c'est libre d'utilisation, donc ça m'est attaché. Je peux voyager, prendre la décision de m'inscrire dans une conférence, de voyager, et j'ai pas de problème particulier. Donc c'est un luxe un peu. Alors ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que Jacky Evin a obtenu le prix Jean Ricard, qui est en 2022, je crois. Et c'est un prix, alors que je ne connais pas, que du coup je suis allé un peu voir, mais dont les lauréats sont prestigieux, parce que je crois que parmi les premiers, il y a eu quelques prix Nobel, non ? Oui, ça fait peur un peu, oui. Quand on voit la liste... Non, c'est le Grand Prix de la Société française de physique, oui. À ma grande surprise. Hein. Ça a été annoncé pendant les Journées nationales du photovoltaïque, qui ont lieu toujours en fin novembre, début décembre. C'est à Dourdan, en région parisienne, donc... Et mon collègue Olivier Durand de l'INSA m'avait fait la surprise.
il était monté sur la scène en train de faire une animation, de montrer la liste des lauréats, et puis tout à coup, il a mis mon portrait. Ça s'est passé comme ça. C'était une totale surprise. Ah oui, complètement. Oui. Non, j'étais en train de discuter avec quelqu'un dans la salle qui m'a dit, mais regarde, là, parce qu'en plus, vous ne suiviez pas. Non, mais je le connais, il était monté sur la scène, il va se reconnaître s'il écoute. Il était en train de faire un peu l'animation. Non, mais c'est bien à la fois à titre individuel, mais aussi pour l'équipe. Mais là, c'est du jamais vu à l'INSA, même en Bretagne, je pense, pour un physicien. Oui, c'est très agréable, évidemment. C'est très surprenant, en fait. Pour moi, hein, mais c'est dû à la thématique sur laquelle on travaille, qui est très en pointe et qui... Alors, on va justement arriver aux projets qui ne sont pas d'aujourd'hui, qui ont démarré depuis un certain temps déjà, mais qui concernent un sujet sur lequel il y a visiblement des enjeux majeurs dans le monde, pour le monde entier. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, ce sujet, ce sont les perovskites. Merci Jean-Louis, je te remercie de l'avoir dit. Alors, c'est un nom difficile à prononcer, qui s'écrit aussi avec un V et un S avant le KI. Ça porte le nom d'une personne. Quand on a un nom qui apparaît comme ça, on pense forcément qu'il y a quelqu'un derrière. Alors, Perovski, mais c'est pas lui, je crois, qui a découvert... Oui, alors donc je vais sortir le peu. Je connais de l'histoire, mais donc ça porte le nom de quelqu'un qui s'appelait Perov, donc qui est un minéralogiste du 19e siècle. Mais donc la perovskite à proprement parler, c'est le titanate de calcium. Donc c'est un minéral assez courant en fait à la surface du globe. Le CaTiO3, si on veut donner la formule chimique, donc le titanate de calcium, et ça a été découvert par Gustave Rose en, je crois, 1839. Et donc, probablement que la classification vient du minéralogiste qui s'appelle Perov, d'où le nom de perovskite. Et les perovskites sur lesquels on travaille ne sont pas des matériaux naturels, donc c'est des matériaux synthétiques dont la structure cristallographique, donc l'arrangement atomique en fait, est similaire à la perovskite initiale. Donc c'est le même arrangement cristallin, mais des atomes différents. Voilà. Alors, c'est un matériau sur lequel beaucoup de monde sont en train de s'exciter depuis 10, 15 ans. Oui, c'est ça. Alors, nous, on a démarré en fin 2009-2010 notre activité là-dessus, mais dans le cadre d'un projet français, ANR, où on avait une petite activité de simulation avec Claudine Catan. Mais c'était un sujet de niche. On avait nos projets, chacun de notre côté, on travaillait sur d'autres choses. Mais le sujet a vraiment émergé en 2012, donc deux années après, avec la première démonstration d'une cellule haut rendement, donc cellule photovoltaïque avec ce matériau. Donc deux papiers qui sortent en même temps en 2012, affichant un rendement photovoltaïque de 10% par une équipe d'Oxford et une équipe de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Et il se trouve que nous, on était sur le sujet, déjà, sur ces matériaux pour d'autres choses. Et tout de suite, on a embrayé, si je veux dire. Comme on avait une casquette de théoricien à cette époque-là, donc on a été une des premières équipes à faire la théorie, à expliquer pourquoi c'était important. Etc. Mais comment l'idée de ce matériau est arrivée ? Parce que, il y en a plein dans le monde de matériaux. C'est ça. Alors, pourquoi celui-là et pas un autre ? Oui, alors en fait, le premier effet photovoltaïque, à proprement parler, remonte aux années 50. Il y a eu une publication qui est sortie dans Nature qui montrait qu'il y avait un photocourant. Donc on illumine le matériau, si on met des électrodes, on récupère un courant électrique. Donc ça, c'est l'effet photocourant. Et la première cellule photovoltaïque a été fabriquée en 2009 par un japonais qui s'appelle Tomio Miyazaka, qui vit toujours, Mais ce papier montrait en même temps que le matériau la cellule avait une durée de vie de quelques minutes. Et donc c'est passé en fait totalement sous les radars, si j'ose dire. Le papier n'a eu que deux citations jusqu'en 2012 à peu près, dont une par notre collègue d'Angers, Nicolas Mercier, qui travaillait aussi sur les perovskites à l'époque. Et donc
Donc lui avait montré 3% de rendement, mais quelques minutes de stabilité. Et tout à coup, on passe à 10% en 2012. Donc c'est comme ça que ça démarre. Ça, c'est une rupture. Et donc c'est un changement d'architecture de cellules photovoltaïques. Donc ils ont utilisé le matériau un peu différemment. Et voilà. Et donc on a vu ça tout de suite avec Claudine. Et puis notre collègue Laurent Pédesseau qui nous avait rejoint entre-temps. Et ce qui nous a beaucoup titillé, c'est non seulement le fait que c'est un matériau qui absorbe bien la lumière, mais il faut en même temps conduire le courant. Et donc les valeurs de courant électrique qui circulaient à l'époque, c'était déjà de l'ordre de 15 mA par centimètre carré. Alors ça parle pas beaucoup, mais pour nous, ça veut dire que le matériau est de très bonne qualité, en fait. Et c'est une condition beaucoup plus difficile que d'absorber la lumière. Donc là, on voit le lien entre le matériau et le photovoltaïque. C'est ça. C'est ça qui a été vraiment essentiel pour donner un enjeu très particulier. Ah oui. Alors, dès que les gens ont vu ça, ces papiers-là qui démontraient des courants aussi forts, avec un rendement photovoltaïque aussi prometteur, et en plus des matériaux très faciles à déposer, c'est des matériaux très bas coût, très faciles à déposer. Donc, immédiatement, ça a été le rush au niveau international. En 2000, les rendements ont augmenté très rapidement. En 2013, on était déjà passé de 10 à 15% de rendement en photovoltaïque. Puis en 2014, on était à comme 18-19%. Bon, là, on est rendu à 26%. On est au niveau des meilleurs matériaux actuellement. Ça plafonne, évidemment, mais tout de suite, il y a eu des dizaines, voire des centaines de laboratoires qui se sont mis dessus. En Asie, bien entendu. Il y a des milliers de publications par an. Enfin, ça se calme un peu, mais on n'avait jamais connu ça, nous. On n'a jamais travaillé dans la grande période, c'est dès les années 2015. Alors, en France, ça n'a démarré vraiment qu'en 2015-2016, mais non, au niveau international, déjà dès 2013-2014. Alors, c'est vrai qu'en 2015-2016, je suis allé à des conférences aux États-Unis où c'était comme dans c'était les Beatles. Ils réservaient des salles pour faire parler les conférenciers. Les gens étaient debout, faisaient la queue, s'asseyaient dans la salle, étaient le long des murs, même jusqu'à nos pieds. Les gens voulaient savoir ce qui se passait, étaient avides de... C'était des conférences de physique de matériaux. Ou même thématisées. Alors, beaucoup plus thématisées. C'était les grandes conférences. On a des grandes conférences internationales. Je vais pas mal aux États-Unis. Il y a les conférences de l'American Physical Society, comme on dit, la Société américaine de physique, la Société américaine de chimie. Mais là, c'était beaucoup la Société américaine sur les matériaux. Donc, les matériaux, c'est un domaine qui est bien identifié aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. C'est là que se rejoignent les physiciens et les chimistes. C'est pas aussi bien identifié en France, mais donc les grosses conférences sur les matériaux, ça regroupe des milliers de personnes. Et il y avait des conférences dédiées aux perovskites à l'intérieur. Donc là, on s'est retrouvé dans des salles où il y avait 300-400 personnes, alors qu'ils avaient prévu qu'une centaine de places assises. Voilà. Ça, c'est 2015-2016. Alors, on rejoint quelque chose, peut-être Félix, qui te ramène à ton école, le lycée, par exemple. C'est la physique et la chimie qu'on vient d'évoquer, là. Alors, c'est un mariage, effectivement, qu'on connaît dès la scolarité. Oui. Mais là, c'est un mariage réussi, quelque part, pour Rennes, non ? Pour Rennes, oui, puisqu'on a, avec Claudine, une équipe... Donc, c'est Claudine Catan ? Claudine Catan, voilà, qui est physicienne, mais qui travaille à l'Institut des sciences chimiques de Rennes, dans une équipe, l'équipe CTI, une équipe de théoriciens. Mais on est, moitié chimiste, moitié physicien... multicompétences, on va dire, et on a une équipe de 12, ça oscille entre 12 et 15 personnes à cheval sur l'INSA, donc, où se trouve Photon, et l'université où se trouve l'ISCR, l'Institut des sciences chimiques. Voilà, on fonctionne comme ça depuis à ce niveau-là, depuis cette période-là, à peu près 2016-2017. Mais avant, on était moins nombreux, mais voilà, avec des étudiants. On a des postdocs étrangers. Enfin, ces rapprochements en termes de recherche entre la physique et la chimie sont fréquents ou sont pas si fréquents que ça ? En France, c'est ce que je disais, la pluridisciplinarité devrait être mise en avant, incitée, etc. Mais ça reste très disciplinaire en France.
Parce qu'après, on est quand même rattaché à une section. Des sections et si on veut avoir une promotion, il vaut mieux être rapide, il vaut mieux être spécialisé en France. C'est comme ça. Mais dans la pratique, non. Sur des sujets comme ça, il faut absolument travailler avec des chimistes, des gens qui sont spécialisés en matériaux, des technologues, des gens qui sont sur les dispositifs. Aller voir même des gens qui font du développement plus proche des industriels. Il faut parler à tout le monde. Il faut prendre le problème dans son intégralité, si possible. Radio Laser en FM et en DAB+. Ça nous rappelle un petit peu le questionnement qu'on avait sur l'appariement histoire-géographie dans l'enseignement secondaire. Et là, physique-chimie, enfin moi mes souvenirs de collégiens et de lycéens, c'était physique-chimie, c'était presque indissociable en fait. C'est ça, mais ça ne me pose pas de problème puisque j'ai quand même passé l'agrégation de sciences physiques, option physique, mais j'ai quand même été amené à enseigner la chimie, ne serait-ce que pendant mon service militaire, aux élèves de terminale D par exemple. Ça ne me passe, mais je suis clairement physicien, mais bon, le dialogue avec les chimistes, toujours très intéressant dans des tas de choses. Non, mais c'est, je crois, notre tendance à faire du vertical en France, parce qu'il y a des disciplines. Le corps enseignant est organisé par section. Oui. Alors moi, par exemple, je faisais partie, ou les collègues de mon laboratoire faisaient partie de la 61e. Donc chaque section a un numéro en plus, une appellation, mais un numéro, et donc elle est organisée de manière verticale. Donc il y a au moins 61 sections, puisque celle-là existe. Il y en a peut-être même plus que ça. Alors je ne sais pas, physique, c'est peut-être même décomposé en plusieurs branches, la physique. Oui, alors moi je suis rattaché à la 28e section, ça doit être la matière condensée, quelque chose comme ça. Mais oui, c'est vrai. Après, dans notre fonctionnement, on travaille beaucoup aux États-Unis. C'est une grosse partie de notre activité. Et là-bas, toutes ces barrières n'existent pas, en fait. Il n'y a pas ce genre on n'aurait pas ce genre de discussion là-bas, en fait. On va en parler, justement, de ces coopérations et de ces collaborations. Donc, ce matériau est arrivé avec suscité un enthousiasme absolument formidable. La recherche a progressé depuis 10 ans de manière aussi très importante, en particulier du point de vue des rendements, du point de vue de... l'état des lieux aujourd'hui, c'est quoi? Alors, en fait, il y a différentes choses sur un sujet comme ça. C'est vrai que il n'y aurait pas ces rendements très élevés pour le photovoltaïque, on ne serait probablement pas là en train d'en parler. Donc potentiellement, c'est une nouvelle classe de semi-conducteurs, et avec notamment des applications potentielles très fortes pour le photovoltaïque, mais pas que. Donc c'est aussi des semi-conducteurs. Donc du point de vue photovoltaïque, les rendements sont en laboratoire, donc sur des petites cellules de démonstration, puisqu'on ne fabrique pas des panneaux, on ne fait que au mieux des petites cellules photovoltaïques de démonstration de l'ordre de 1 cm². Les rendements sont autour de 26% actuellement, ce qui est au niveau des rendements des cellules silicium, qui est le matériau qui règne sur le domaine du photovoltaïque au niveau commercial actuellement. On ne dépasse pas ça non plus avec d'autres technologies, quoi. Alors si, l'arsénure de gallium est un matériau bien meilleur que le silicium pour le photovoltaïque et pour les applications optoélectroniques. Par contre, l'arsénure de gallium a des coûts infiniment plus élevés que le silicium ou les perovskites, qui sont encore beaucoup plus bas coût. Et aussi, c'est un matériau très rare, assez rare. Donc, en aucun cas, on peut envisager de couvrir la planète avec des panneaux d'arsénure de gallium. Donc là, les rendements sont autour de, je crois, 29% avec l'arsénure de gallium. Mais il y a des limites physiques, en fait. On peut montrer que, en fait, on ne fera jamais 100% avec un seul matériau de rendement photovoltaïque. Alors, le rendement photovoltaïque, on convertit l'énergie lumineuse qui nous arrive en énergie électrique. Voilà. Donc les rendements, le maximum, seraient autour de un peu plus de 30%, 33%, quand tout se passe bien, quand il n'y a pas de problème. Mais dans la pratique, avec l'arsénure de gallium, ça fixe un peu les limites.
Donc ça, c'est un aspect, c'est avec le matériau tout seul. Mais en fait, probablement, si ça débouchera pas comme ça débouchera probablement en associant les perovskites avec le silicium, ce qu'on appelle faire un tandem. Alors, l'association, c'est qu'en fait, on va séparer le spectre solaire en deux parties. Donc, il y a une partie basse énergie qui va être captée par le silicium et la partie haute énergie par la perovskite, par exemple. Donc, le concept de tandem existe depuis très longtemps. Donc, c'est fait avec des matériaux, justement, comme l'arséniure de gallium et le silicium. Donc, c'est des tandems à des coûts extrêmement élevés qui ont déjà été... Alors, on peut même faire 3 couches, 4 couches. Et là, on monte à des rendements qui record de l'ordre de 45%, mais à des coûts extrêmes. Ça a été démontré. C'est utilisé, par exemple, dans les satellites. Donc, où on peut se permettre de tels coûts. Mais là, non, ce qui risque de déboucher, c'est des tandems perovskite sur silicium à très bas coût. En fait. Et en laboratoire, les démonstrations tournent actuellement pas loin de 34%. Donc 34% à comparer à 26% pour le silicium tout seul, c'est un bond énorme en fait. Alors, après, il faut le convertir au niveau d'un panneau réel. Donc les rendements des panneaux, si vous achetez des panneaux photovoltaïques pour mettre sur votre toit, ce que j'ai fait moi il y a pas longtemps, ce qu'on a fait il y a pas longtemps, vous achetez des panneaux autour de 20-21% de rendement. Donc, quand on passe à des échelles plus grandes, on perd en rendement un peu. Donc, si on rêve un peu et on passe de... Il faut. Voilà, si on passe de 34% à des panneaux tandem perovskite silicium en perdant 6-7%, on est à 27% au lieu de 20%. En fait, c'est énorme, potentiellement, au niveau économique, parce que les rendements des panneaux photovoltaïques, ça permet de rembourser notamment les coûts des panneaux eux-mêmes, mais aussi les coûts d'installation. Donc les coûts fixes, si on veut, c'est à peu près 50%. Donc si vous avez des panneaux tandem qui ont des très forts rendements avec des coûts fixes similaires, le temps de retour sur investissement, là je change une casquette d'économiste, en fait, tomberait de 8 années à peu près à quelque chose comme 2-3 ans. Donc c'est énorme en fait, potentiellement. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a autant d'efforts de fait là-dessus. Voilà. Alors, on parlait de l'état des lieux du point de vue de l'état de l'art. Du point de vue de la recherche, ça se répartit dans le monde entier où il y a vraiment des pôles très forts Non, là c'est vraiment... Alors ça se calme un peu quand même, mais non, ça a été vraiment de la folie. En Asie, énormément de laboratoires, en Chine notamment. On ne sait pas exactement ce qu'ils font toujours, mais bon... Je travaille un peu avec des universitaires chinois qui sont notamment à Nankai, mais en Corée, au Japon, tous les grands pays en fait. Corée du Sud, je suppose. Oui, Corée du Sud, bien sûr. L'Inde aussi, il y a énormément de groupes qui travaillent là-dessus. Les États-Unis, en Europe aussi, tous les pays à peu près on travaille avec des gens de partout. Donc c'est vraiment une très forte compétition. Et c'est un des sujets... Donc tout le monde surveille les papiers qui sortent dans les revues. Ça. Alors je crois qu'il y en a un qui vient de sortir pour vous. Là. Oui, on a de la chance, nous, d'avoir été associés avec nos collègues, par nos collègues américains, à beaucoup de ce qu'on appelle des gros papiers dans Science et Nature. Ce qui est un peu le rêve pour nous. Et donc là, il y en a un qui va sortir, qui a été accepté, où Claudine en fait partie, et on est 25 co-auteurs, donc c'est un travail d'équipe. Oui, on parle de science et de nature, qui sont les deux plus grandes revues scientifiques, multidisciplinaires, je dirais. Aussi grand public. Voilà, qui sont... Donc c'est évidemment très prestigieux d'avoir un article publié dans ces... Oui, c'est à la fois prestigieux, puis c'est connu. On entend parler surtout de Nature. Ça donne, en fait, ça donne énormément de visibilité. Alors, il faut pas être obnubilé par ça. Bon, il faut faire un travail de fond. Donc, on publie dans des journaux aussi plus classiques. D'excellentes... parce qu'il faut en même temps qu'on songe... Il n'y a pas que la course au rendement. Il faut aussi qu'on développe notre connaissance de fond, en fait. Donc, on a à la fois des publications de notre domaine, comme Physical Review, qui est un standard pour les physiciens, par exemple. Mais par contre, dans le domaine des perovskites, si on ne publie pas dans des journaux de très grande diffusion comme ça, on n'est pas visible, en fait. Donc, on essaye de jouer sur les deux. Voilà. On a découvert ça, on ne faisait pas ça avant. Mais... Il y a une question de visibilité et aussi de légitimité, non ?
Non, mais après, quand on fait des belles choses, et c'est ce qu'on fait avec nos collègues américains notamment, mais aussi avec des collègues en Europe, sur d'autres sujets que le photovoltaïque, on a envie de partager, ça fait partie de notre métier. Il faut aussi qu'on diffuse la connaissance. Et donc, si le vecteur est à très grande diffusion, pourquoi pas l'utiliser ? Après, voilà, il y a un savoir-faire qu'on n'avait pas pour ce genre de choses. Non, mais ces revues-là ne publient pas non plus tous les articles. Il y a des articles qui sont d'une autre nature que ceux qu'on vient d'évoquer, là, et qui sont publiés dans des revues spécialisées, mais de très grande qualité, bien sûr. Ouais, en physique, vous en avez. En fait, le prix Jean Ricard, c'est un prix de physique, en fait. Donc, en fait, il n'a pas été attribué parce qu'on avait participé à des papiers sur les cellules photovoltaïques records, sur la stabilité des dispositifs. C'est pour la physique, en fait. En fait, dès le départ, on a mis en avant le fait que c'était des semi-conducteurs, ce que la communauté perovskite, entre guillemets, n'avait pas perçu, en fait. Et donc, c'était comme un livre de physique, il manquait le chapitre perovskite, en fait, et on s'est dit, si personne ne le fait, on va essayer de le faire nous-mêmes. Et donc, on a publié en essayant de démontrer que c'était des semi-conducteurs avec leurs spécificités. Et voilà. Et donc, c'est pour ça, en fait, que c'est reconnu. Donc ça ne se publie pas dans des journaux comme Science, c'est dans des journaux pour physiciens. Exactement. Il y a des... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas excellents, de très bonne facture. Hein. Écoutez Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. On a parlé un peu d'international. Comment les choses sont organisées en réseau, Alors au niveau européen, là il y a des projets. La communauté européenne lance des appels à projets régulièrement. Donc là on est par cycle en fait. Donc dans le cycle précédent, on a été appelé par pas mal de labos étrangers. On avait 4 ou 5 projets en même temps. Par des gens d'Oxford, par des gens de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, le TH Zurich, etc. Plus d'autres labos un peu moins prestigieux, et à participer, notamment pour les aider au niveau de la simulation de la théorie, parce que ça, c'est un peu cette casquette-là qu'on nous demandait d'avoir. Et donc ça a duré... Donc c'est comme ça que ça se passe. Alors sinon, il y a aussi des collaborations au coup par coup, où les gens viennent nous contactent en disant on a des résultats expérimentaux là-dessus, est-ce que vous pouvez nous aider à interpréter ? Donc ça arrive beaucoup, très souvent. Donc ça, c'est au niveau européen. Au niveau américain, c'est différent, puisque là, c'est venu... comme ça a démarré très lentement en France, on était un peu en pointe et ça ne suivait pas beaucoup. En fait, Claudine connaissait un théoricien qui travaillait, un théoricien russe qui s'appelle Sergueï Tretiak, qui est un ami, qui travaille, qui est scientifique permanent au laboratoire national de Los Alamos au Nouveau-Mexique, un des 5 laboratoires nationaux américains, et qui est un théoricien qui avait contacté Claudine en disant mais en fait là il y a sur place il y a quelqu'un, il y a un jeune scientifique qui développe des cellules photovoltaïques, ce serait pas mal que vous nous rendiez visite pour discuter avec lui, parce que lui est un théoricien pur. Donc c'est mon collègue Aditya Moïté, avec qui je travaille toujours, qui est maintenant professeur à l'université Rice à Houston. Donc c'est parti comme ça, donc en rendant visite, en faisant des séjours longs, et puis après en se faisant connaître, en allant dans les conférences. Et donc là on travaille avec énormément de laboratoires, dans une sorte de triangle un peu, Los Alamos, donc l'université Rice à Houston, et l'université Northwestern qui est près de Chicago, plus des gens qui sont dans les laboratoires nationaux, puisqu'on utilise beaucoup ce qu'on appelle les grands instruments scientifiques aux États-Unis. Donc les synchrotrons, il y en a un qui est à Argonne, qui est près de Chicago. Il y en a un autre qui est à Brookhaven, plus sur la côte est. Et on a aussi fait des manips à Stanford, parce qu'il y a des grands instruments par là. Et là, il y a vers Berkeley, donc c'est au même endroit à peu près. Il y a des expériences qui sont faites. Tous les États-Unis. Oui, mais après, il n'y a pas de limite, en fait. Si à partir du moment où on a des contacts, on y va, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que vous recevez des jeunes aussi en doctorat, que vous envoyez vos jeunes... Alors non, assez peu, un peu. Oui, non, c'est plutôt les jeunes collègues permanents qui font des séjours aussi, qui nous accompagnent.
Non, sur place, c'est plus l'encadrement des étudiants sur place, en fait. Donc, les postdoctorants, étudiants en thèse. Des co-directions de thèse ou des choses comme ça ? Non, pas les co-directions, non, parce que c'est compliqué. Hein. On peut faire beaucoup de contrats avec les pays européens, de contrats de recherche, des co-encadrements. Avec les États-Unis, il y a très, très peu de programmes, extrêmement peu, pratiquement aucun. Donc là, c'est vraiment... non, on finance nos voyages, mais sur place, c'est beaucoup plus simple d'encadrer les étudiants qui sont sur place et les postdoctorants. Voilà. Ça, c'est... Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Laser et nous sommes dans notre émission Voyage extraordinaire dans les sciences. Il nous reste un quart d'heure, Jean-Louis. Alors, je crois qu'on a encore de nombreuses questions. Oui, on n'épuisera pas le sujet, c'est certain. À poser. Alors, la spécificité de Rennes, c'est vraiment l'aspect théorie ou il y a aussi quand même une dimension expérimentale et réalisation ? Alors, donc... Principalement, donc l'équipe qu'on a au niveau rennais, donc avec Claudine bien sûr, Laurent Pédesseau qui est maître de conférence à l'INSA, Simon Thébault qui est un jeune maître de conférence qu'on vient d'embaucher aussi. De l'autre côté, il y a Michael Kepenekian qui est un chargé de recherche CNRS et Georges Volonakis qui est un professeur junior qui sera titularisé certainement sous peu. Donc tous ces gens-là sont des gens qui sont plutôt des théoriciens, donc qui font de la simulation. Je suis un peu le seul, avec peut-être Simon Thébault, qui vient de l'ENS Lyon aussi, à avoir un petit peu un volet expérimental. Donc on est contacté pour des études ponctuelles où on nous demande d'être en soutien d'études expérimentales. Après, quand on est aux États-Unis, c'est différent, parce que là, on participe directement un peu à l'élaboration des projets de recherche, on discute des architectures de cellules photovoltaïques. Ça, c'est une deuxième activité. Et après, au niveau de Rennes, on a quand même... à la base, je suis un expérimentateur, donc j'ai fait beaucoup de diffusion de neutrons, de diffusion vraiment de caractérisation de spectroscopie et de structure de matériaux dans le passé. Donc, je suis revenu à ça. Et en 2015, en fait... les premiers monocristaux, donc les gros cristaux de perovskite halogénés qu'on utilise pour le photovoltaïque, ont été synthétisés par quelqu'un qui s'appelle Osman Bakr, qui était à Khost, en Arabie Saoudite, qu'on connaissait, et qui nous a aidé un peu à les utiliser, plus des monocristaux comme ça. Alors, les techniques de croissance sont très différentes, mais c'est spécifiquement fait pour nous. J'ai recontacté mon collègue Philippe Bourges, qui était au CEA, en lui disant qu'est-ce que tu penses? On pourrait refaire de la diffusion de neutrons là-dessus, puisque personne ne l'avait fait. Et c'est ce qu'on continue à faire. Donc là, il y a 2 semaines, j'étais à l'Institut au Langevin à Grenoble, et on utilisait les neutrons pour sonder ces matériaux, donc sur des monocristaux, faits spécifiquement. Donc ça, c'est une activité expérimentale qu'on a relancée, en fait. Donc là, c'est pour avoir accès à la structure cristalline. C'est pour comprendre... Voilà, c'est ça. Alors, la problématique qu'on a... Donc, la structure cristalline, on la connaît bien. La problématique, c'est que c'est des matériaux assez faciles à élaborer, donc bas coût, mais on les élabore à un peu plus de 100 degrés, donc c'est des températures très douces, en fait, par rapport aux autres semi-conducteurs. Par contre, le désavantage, c'est que c'est des matériaux aussi un peu mous, facile à élaborer, mais du coup, c'est un peu mou. Et donc, il faut vraiment bien connaître le désordre dans la structure, en fait. Ils sont mous parce qu'il y a du désordre dans la structure. Donc, c'est ça qu'on caractérise, en fait, par différentes techniques. Et on n'en est pas encore à bien comprendre quelle est la nature des désordres dedans, alors que ça n'empêche pas de faire des cellules photovoltaïques. Hein, mais... Donc ça, c'est la problématique fondamentale très importante, si on veut aller au-delà et encore améliorer les choses. Et la simulation, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'elle signifie exactement? Alors là, la physique, par nature, c'est un dialogue continu entre expérience et théorie, et c'est l'expérience qui prime au final. Ça, c'est ce que j'ai appris à l'ENS, et ce que j'ai toujours retenu. Mais donc, on essaye de simuler, mais c'est très, très difficile de simuler un désordre aussi important, en fait. Donc, on est à la pointe, là, et notamment le désordre structural. Quelle est l'influence que ça a? Comment on peut caractériser le désordre, là? Alors, on a des techniques de simulation spéciales. En fait, on peut faire ce qu'on appelle de la dynamique moléculaire, c'est-à-dire qu'on va simuler le déplacement des atomes au cours du temps. Et donc, on simule un peu le désordre dynamique
les atomes se déplacent. Et on a des réponses, ce qu'on appelle des réponses spectrales qu'on peut prédire, et on les teste par diffusion de neutrons, par exemple. Donc ça, c'est intéressant, mais la vraie question, c'est, une fois qu'on a simulé ça, quel est l'impact sur les propriétés optoélectroniques au final ? Et ça, c'est vraiment toujours donc à tel point que j'ai recruté un chercheur postdoctorant qui est chypriote, qui avait fait sa thèse à Oxford, qui s'appelle Mario Zacharias, qui est venu sur une bourse Marie Curie européenne, donc qui avait développé une technique qui nous permet de vraiment simuler ça avec des techniques à l'état de l'art, y compris les propriétés optoélectroniques, et on est en lien avec son ancien directeur de thèse qui est pas à Houston, il est à Austin, lui. Donc ça, c'est vraiment c'est de la physique fondamentale pour le coup. Et il faut, si on n'avait pas les données expérimentales qu'on a par diffusion de neutrons, on n'y arriverait pas en fait. Alors, du point de vue du volet, je dirais, applicatif maintenant, on a parlé donc du photovoltaïque, mais il n'y a pas que ce domaine-là qui peut être concerné par les perovskites. Alors oui. Donc comme ce sont des semi-conducteurs, donc la communauté a réalisé ça à partir de 2014, surtout 2015 par là. Après on peut rêver, on peut envisager toutes les applications des semi-conducteurs. Donc ce ne sont pas des matériaux qui sont bons pour tout. Ils ont quand même beaucoup de désavantages. Le photovoltaïque, c'est pas une technologie qui demande tant que ça en fait, un semi-conducteur. Si on veut fabriquer, par exemple, je reviens aux télécoms optiques, si je veux moduler un signal optique pour l'injecter dans une fibre optique, il faut que le semi-conducteur, avec des fréquences qui sont de l'ordre de plusieurs dizaines de gigahertz, il faut que le semi-conducteur réagisse à ces cadences-là, ce que ne font pas les perovskites. Donc on en est très très loin. On est plusieurs ordres de grandeur en dessous du gigahertz. Donc on sait que c'est pas bon pour les télécoms, par exemple. Voilà. Après, il y a des gens qui regardent l'application de ces matériaux pour des photodétecteurs de rayons X ou de rayons gamma, donc pour des applications médicales, par exemple. Donc, c'est des gens quand je suis allé faire des neutrons, là, il y a 2 semaines, je suis rendu visite à un labo du CEA qui est spécialisé là-dedans. Donc, eux, ils regardent justement des applications potentielles pour les photodétecteurs de rayons X. Donc, ils ont des problèmes de technologie. Je ne vais pas avoir le temps d'en parler, mais c'est qu'ils sont très intéressants. Et bon, les perovskites on ne sait pas si les perovskites vont être vraiment des bons candidats pour ça. Nous, on regarde plus des propriétés liées à la physique quantique, en fait. Donc, essayer d'utiliser ces matériaux pour émettre les photons, donc les particules, les grains de lumière, un par un. Donc, utiliser des communications, mais avec des photons émis un par un, c'est ce qu'on appelle l'optique quantique. Et a priori, les perovskites pourraient être un des bons candidats pour ça. Donc là, on travaille très très fort déjà pour comprendre comment le matériau émet les photons. Alors on a déjà démontré que le matériau émet des photons un par un, mais comment il les émet ? Est-ce qu'il peut les émettre de manière répétée exactement, toujours dans le même état ? Donc c'est ce qu'on appelle la cohérence. Alors si vous avez suivi un peu l'actualité, vous savez qu'on a eu récemment un prix Nobel qui s'appelle Alain Aspect sur ces problèmes-là. Donc nous, on est plus sur l'application de ces concepts-là à un semi-conducteur particulier. Et donc ça ne fonctionne que si on utilise les perovskites sous forme nanométrique. Donc des petits grains de matériaux de l'ordre entre 5 et 10 nanomètres. Et donc là, c'est clair qu'il y a des propriétés de ce type-là. Et on avait fait des prédictions, nous, qui sont réalisées exactes, sur la nature des états qui émettent, des états électroniques qui émettent ces photons uniques dans les perovskites. Voilà, on continue à travailler là-dessus. Donc ça, c'est un sujet très, très intéressant. Donc, d'autres applications en vue. Alors, quel est l'état maintenant du côté industriel ? C'est-à-dire, c'est encore quelque chose qui reste au stade du laboratoire, ou c'est quelque chose qui demain peut quand même changer d'échelle et trouver une place. Quelle est la position de l'industrie là Alors ça dépend un peu des pays, mais du point de vue là, on est sur au niveau applicatif sur potentiellement de l'industrie lourde, puisqu'on parle de quelque chose qui serait amené à envahir toute l'industrie du photovoltaïque
avec à l'échelle mondiale on va dire un impact très très fort. Donc la façon dont ça fonctionne, notamment au niveau européen, c'est que il y a eu l'équivalent des startups en fait, qui ont été très vite lancés, notamment notre collègue Henry Snaith, qui est prof à Oxford, a eu pas mal d'argent dès 2014 pour ça. Je crois qu'il a touché de l'ordre de 15 millions de livres pour lancer en fait un laboratoire très appliqué. Donc il a une double casquette et c'est à la fois un chercheur fondamental et donc ça a donné ce qu'on appelle Oxford PV, donc qui en fait a installé une ligne de ce qu'on appelle pré-production. Donc en fait c'est un peu comme une petite usine. Donc ils ont une ligne qui fait toute la technologie, qui part du matériau jusqu'au panneau de démonstration. Et c'est installé autour de Berlin. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne souvent. Il y a des intermédiaires qui sont qui essayent de mettre en œuvre un process industriel. Et si ça fonctionne après, ça donne rarement en fait des grandes. C'est directement une entreprise. C'est racheté en général par des grosses compagnies comme Total par exemple en France, qui rachètent des plus petites. Aux États-Unis, c'est pareil. Mes collègues américains, c'est toujours la même. C'est toujours dans cette situation-là. Oui, parce qu'un laboratoire universitaire comme le nôtre, ou même les autres laboratoires qui font un peu plus de technologie là-dessus en France, on n'a pas les. Non, c'est pas. On n'est pas dans le domaine de l'informatique. On peut mettre tout de suite en production, si j'ose dire, un logiciel. Non, là, il faut. C'est vraiment. C'est de l'industrie lourde en fait. Donc, avant d'imaginer que ce soit à grande échelle. Que le résultat se traduise à grande échelle, c'est quoi? C'est 10 ans? C'est difficile de faire un pronostic, mais en tout cas, on est à l'étape juste avant. Ça, c'est sûr. Après, la problématique qu'ils ont tous, même s'ils ne le disent pas, c'est la stabilité dans le temps. Donc, il faut absolument fiabiliser, en fait, même s'ils perdent du rendement en passant des panneaux, il faut surtout que ça dure, en fait. Alors on peut évoquer justement les difficultés qui restent à franchir sur le chemin. Alors en voilà une donc. Voilà, c'est ça. La stabilité dans le temps du matériau même. Quoi. Voilà, exactement. Chose d'ailleurs qui avait été vue par Miyazaki dès 2009, puisque il utilisait un électrolyte, un électrolyte pour extraire les charges positives de son matériau, et l'électrolyte attaquait le matériau lui-même. Donc d'où le. Oui, c'était pas l'idée forcément. D'où le fait. Donc c'était pas génial au niveau stabilité, mais ça, bon, il y avait une démonstration. Et donc en parallèle avec cette histoire d'augmentation de rendement, il y a l'augmentation de la stabilité en fonctionnement qui a été améliorée progressivement. Et donc là, nous, on travaille là-dessus. Donc ça, c'est un verrou technologique, comme on dit, qu'il faut absolument lever. Donc la publication dont on a parlé tout à l'heure, là, elle est là-dessus, en fait. Le passage 2D, 3D, c'est-à-dire entre une couche et puis le multicouche, il est déjà considéré comme résolu ou... Non, alors, donc ça, c'est faire un vrai multicouche. Donc avoir une couche perovskite ou toute seule, ou une couche perovskite sur silicium, ça a déjà été démontré. Nous, on travaille sur des multicouches de nature différente. C'est 2 perovskites différentes. Donc, ça fait l'objet d'un science qu'on a eu aussi avec nos collègues américains en 2022. Première démonstration d'un bicouche, même si ça paraît simple, fonctionnel et très stable. Donc ça, donc faire des architectures plus compliquées, c'est aussi important pour les applications, et stable aussi. Donc ça, c'est 2 défis. Le 3e défi, on en a discuté un petit peu ensemble, c'est ce qu'on appelle la mise à l'échelle, ou l'upscaling en anglais. C'est-à-dire passer d'une cellule de 1 cm² à de l'ordre de 10 par 10. Ça, c'était... Alors, on perd pour le silicium de l'ordre de 5-6% de rendement quand on fait ça, mais là, pour les perovskites, pour l'instant, on perd plus. Mais bon, c'est une affaire de temps. Le silicium a mis 70 ans. C'est une technologie qui a mis 70 ans à arriver à une fiabilité extrême. On ne mesure pas ça. On arrive à la fin de notre émission, Félix, c'est ça? Donc... je crois qu'on a fait quand même un grand tour d'horizon. Alors il reste donc, on l'a compris, des étapes à franchir, de compréhension déjà. D'un certain nombre de phénomènes, visiblement, oui. Mais en même temps, des questions beaucoup plus technologiques qui pourraient permettre d'atteindre le marché et sans doute des choses à
à grande échelle demain. Un message peut-être pour les jeunes, s'il nous reste Alors très rapidement, parce qu'on a déjà dépassé. Hein. Oui, moi, les sciences, la physique, qui n'a pas forcément bonne presse, je les incite à essayer un petit peu, mais surtout s'intéresser à plein de domaines en même temps. Et puis faire confiance un petit peu. De travailler un peu en pluridisciplinaire. Oui, la physique. Il ne faut pas penser qu'on va être que physicien. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Et voilà. C'est comme ça qu'on entretient un peu plus la flamme jusqu'au bout, je pense. Bien, écoute, merci beaucoup. Oui, merci Jackie de votre participation à Voyage extraordinaire dans les sciences. Donc une émission de Radio Laser qu'on pourra retrouver en podcast sur le site de Radio Laser et également que nous pourrons lire sur le site culturel breton Uni d'hiver. Au revoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous deux.